En 1995, j'avais 11 ans et je vivais dans une petite ville du sud-ouest, un de ces endroits qui semblaient encore protégés du pire du monde. Mes deux parents travaillaient à temps plein, donc j'étais ce qu'on appelait un enfant à clé. Ça ne me dérangeait pas. On n'était pas riches, mais on avait une petite maison correcte avec un garage, un jardin, et des voisins qui se mêlaient rarement des affaires des autres. Mes parents me faisaient confiance pour ne pas faire de bêtises, et en général, je m'en sortais bien. J'étais douée pour être seule. La plupart des jours après l'école, j'allais faire du vélo jusqu'à être fatiguée. À l'époque, il n'y avait ni téléphone portable ni surveillance constante, juste les lampadaires et l'instinct. Et j'avais de l'instinct, même enfant. Je savais quels chiens aboyaient, quelle clôture éviter, quelle route avait un bitume traître qui pouvait te faire chuter si tu allais trop vite. Je savais où vivaient les gens bizarres. Et je savais disparaître si quelque chose ne sentait pas bon. À cette époque, cette ville ne paraissait pas dangereuse. Pas vraiment. C'était le genre d'endroit où les gens laissaient leurs portes d'entrée ouvertes, se saluaient depuis l'allée. On organisait des fêtes de quartier, des feux d'artifice, et des vieux du coin tondaient la pelouse de leurs voisins juste pour rendre service. Mes parents n'étaient pas négligents, juste épuisés par le travail. Ils rentraient tard et fatigués. Je comprenais ça, et je ne leur en voulais pas. Je savais me préparer à manger, et verrouiller la porte quand la nuit tombait. Je restais à l'intérieur quand il fallait. Je répondais au téléphone. Rien de mal n'était jamais arrivé, jusqu'à cette nuit. J'avais déjà vu Freddy plusieurs fois. Il vivait à 4 maisons de la nôtre, travaillait comme mécanicien ou un truc du genre, avec un carport rempli de vieilles voitures cassées et d'outils pleins de graisse. Il était calme mais sympa, du genre alors, gamin. Parfois il apportait des sacs d'oranges ou aidait mon père à réparer la tondeuse. Ses enfants vivaient avec leur mère dans une autre ville, et quand il venait, on entendait leur rire dans son jardin. Il ne m'avait jamais donné de raison d'avoir peur de lui. Ce jour-là était long et chaud, un de ces samedis secs qui semblent ne jamais finir. Mes parents travaillaient tous les deux. J'avais toute la journée devant moi, sans devoir, alors j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai pris mon vélo, rempli ma gourde, et je suis partie. J'ai tourné en rond dans le quartier pendant des heures, inventant des histoires dans ma tête, comme si j'étais un détective ou un messager secret. J'ai acheté un soda à la station-service, mangé une barre granola fondue sur un trottoir. Vers 6 heures, le soleil baissait. Les ombres s'étiraient. J'ai pris la route du retour. J'arrivais dans notre rue quand Freddy rentrait dans son allée. Je lui ai fait un signe, il m'a répondu. Il avait déjà une bière à la main. Sa voiture faisait un bruit d'agonie. Je n'y ai pas vraiment pensé, j'étais déjà en train d'imaginer du popcorn et un épisode de Fais-moi peur. « Hey, gamin », qu'il a dit pendant que je passais. « Tu es dehors depuis ce matin, hein ?» « Oui », j'ai répondu en descendant du vélo. « Et tu as grandi », il a ajouté. « Je t'avais presque pas reconnu de dos. » Ça m'a stoppé net. Je me suis retournée. Poli, mais sur mes gardes. Il souriait toujours, mais ses yeux étaient vitreux. « Tu remplis bien ce jean », il a dit. Et là, mon estomac s'est noué. Je ne savais pas quoi dire. Aucun adulte ne m'avait jamais parlé comme ça. J'ai juste murmuré, « Je dois y aller ». Et j'ai commencé à pousser mon vélo vers le garage. « Allez, fais pas cette tête », il a dit en s'approchant. « Je dis juste que t'es jolie maintenant. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Vraiment. » J'ai continué à marcher. Tu sais, mes enfants ne viennent pas souvent. Toi et moi, on pourrait passer du temps ensemble. Regarder des films. J'ai le câble. Il y a des trucs sympas. Ma gorge se serrait. Mes mains tremblaient sur le guidon. J'ai appuyé sur le bouton du garage. La porte a commencé à descendre. Derrière moi, des pas rapides. Un grincement métallique. La porte est remontée d'un coup. « Hey, sois pas impoli », a grogné Freddy. Il était dans le garage. J'ai lâché mon vélo et j'ai couru. La porte de la maison était entr'ouverte. J'ai foncé. Je n'ai pas regardé derrière. Je ne voulais pas voir à quelle distance il était. Je hurlais. Juste pour que quelqu'un m'entende.
J'ai couru dans le couloir, la cuisine, le salon, puis vers le hall des chambres. J'ai ouvert le placard près de la salle de bain et je me suis glissée dedans, refermant la porte et me plaquant contre les serviettes. Je suis restée là, dans le noir, à retenir mon souffle, les ongles dans mes paumes. La porte d'entrée a grincé. Ses pas, lents, lourds. « Tu es où ?» a-t-il chantonné. « Allez, sois gentille. » Il fouillait. Armoire, tiroir. Quelque chose est tombé. Puis il est entré dans la chambre de mes parents. J'ai attendu. Compté jusqu'à 60. Puis encore. Quand j'ai ouvert la porte du placard, le couloir était vide. Je n'ai pas marché. J'ai couru. À l'étage. Dans la salle de bain. Verrouillé. Mais le verrou était faible. Ma seule issue, la fenêtre. Je suis montée sur les toilettes, j'ai retiré la moustiquaire, j'ai ouvert, et je suis montée sur le toit du garage. Je me suis accroupie derrière le gros bloc de clim. Je suis restée là. Longtemps. Tremblante. Le soir est tombé. Les étoiles ont brillé. Un voisin a allumé sa lumière de perron. Une voiture s'est garée quelque part dans la rue. Tout avait l'air normal. Mais je ne bougeais pas. Je crois que je me suis endormie quelques minutes. Je me suis réveillée quand j'ai entendu mon nom. La voix de ma mère. Celle de mon père. Ils étaient rentrés. J'ai crié. Ils m'ont vu. Ils ont couru. Ils sont entrés. Je suis restée cachée jusqu'à ce qu'ils m'appellent depuis la fenêtre. Ma mère m'a aidée à entrer. J'ai fondu en larmes. J'ai tout raconté. Mon père n'a rien dit. Ma mère m'a tenue et répété que j'étais en sécurité, que j'avais bien fait. Je n'ai jamais revu Freddy. Il n'est pas revenu. Pas un mot. Plus jamais. Des mois plus tard, j'ai demandé à mes parents ce qui s'était passé. Ma mère a seulement dit « Nous nous sommes occupés de ça. » Et c'est tout. Honnêtement, c'était suffisant. C'était au printemps 1996. J'avais 15 ans, une adolescente américaine vivant au Pakistan chez mes grands-parents. Ma famille traversait une période difficile aux États-Unis, et ma mère, voulant me protéger du chaos, avait décidé qu'il valait mieux que je vive à l'étranger pendant un moment. Ce qui devait être temporaire est finalement devenu quelque chose de beaucoup plus permanent, par choix. J'étais au Pakistan depuis mes 11 ans, et avec le temps, cet endroit est devenu un vrai foyer. J'ai adopté la culture, appris la langue, et tissé des liens forts avec ma famille et mes amis. J'aurais pu retourner aux États-Unis après chaque visite, mais j'ai toujours choisi de rester. Le Pakistan était devenu ma seconde maison. Notre maison était toujours pleine. Mes grands-parents, ma tante et mon oncle, leurs 3 enfants, les voisins, et bien sûr les visiteurs réguliers. On avait une politique de porte ouverte, au sens propre comme au figuré. C'était le genre de quartier où les gens ne verrouillaient presque jamais leurs portes en journée. On se sentait en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Dans des maisons comme la nôtre, il est courant d'employer du personnel. Cuisiniers, aides ménagères, ouvriers. Ma famille préférait généralement les femmes, surtout avec des filles dans la maison, mais certains préféraient des hommes, jugés plus forts ou plus pratiques. Mes grands-parents avaient embauché un homme, Bachir, qui avait ses propres quartiers à l'extérieur de la maison. Même si sa présence était normale dans notre culture, j'ai toujours ressenti un malaise profond en sa présence. Peut-être de l'instinct ou de la prudence. Je m'étais habituée à verrouiller toutes les pièces où j'entrais, que je sois seule ou non. Vivre au Pakistan, c'est différent. Ma famille était aisée, mais le danger pouvait être n'importe où, surtout pour une jeune fille comme moi. Et un jour de printemps, tout a basculé. Cet après-midi-là, je me détendais dans la chambre de ma tante et mon oncle, en train de regarder la télévision. C'était mon endroit préféré quand ils n'étaient pas là, parce que c'était une télé privée, contrairement à celle du salon. Ce que je ne savais pas, c'était que j'étais seule dans la maison pour la première fois depuis mon arrivée au Pakistan. Mon grand-père était au travail. Ma tante et mon oncle avaient emmené les enfants en visite ailleurs. Et ma grand-mère venait juste de partir faire des courses avec notre chauffeur. Puis, quelqu'un a frappé. Fort, répétitif, pressant.
J'ai mis la TV sur pause et collé mon oreille contre la porte. C'était Bachir. Il appelait mon nom d'une voix rapide, nerveuse, me demandant d'ouvrir. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, il a dit qu'il avait quelque chose à me donner. J'ai refusé. Il a alors changé de ton, disant qu'il devait me demander quelque chose. Je lui ai dit de poser sa question à travers la porte, mais il n'a pas répondu. À la place, il a commencé à tourner la poignée, puis à pousser, de plus en plus fort. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais seule avec lui. La panique s'est installée, mais l'instinct aussi. Le téléphone de la chambre ne servait à rien sans l'annuaire, qui était dans la chambre de mes grands-parents, en bas. Je n'avais aucun numéro mémorisé. J'ai regardé par la fenêtre, espérant apercevoir un voisin, quelqu'un dehors, rien. La poignée continuait de bouger. Je pensais me cacher dans le placard, mais il n'avait pas de verrou. J'ai pris une décision immédiate. J'ai couru vers la salle de bain attenante. Elle avait 2 verrous. Je les ai enclenchés tous les 2, puis j'ai escaladé les toilettes pour atteindre la petite fenêtre en hauteur. De là, je pouvais voir la maison voisine. J'ai commencé à appeler à l'aide. Mais juste au moment où j'allais crier plus fort, j'ai entendu une voix familière. C'était ma grand-mère. Elle m'appelait du couloir. J'ai attendu, je voulais être sûre. Quand je l'ai entendue une seconde fois, j'ai ouvert la porte de la salle de bain, puis celle de la chambre. Elle était là, seule, essoufflée. Elle s'est excusée immédiatement. Elle venait de réaliser que j'étais restée seule à la maison, et elle avait fait demi-tour en urgence. Elle savait. Moi aussi. On savait toutes les 2 le danger. Je ne lui ai jamais dit ce que Bachir avait tenté de faire. Je ne sais pas si elle l'a croisé en partant, ou si elle a compris quelque chose en rentrant. Mais j'ai gardé ça pour moi. L'incident n'a duré que 20 minutes. Mais c'était les 20 minutes les plus terrifiantes de ma vie. Se sentir piégée, impuissante, vulnérable, dans sa propre maison, c'est brutal. Des années plus tard, dans les années 2000, je suis retournée au Pakistan avec ma mère. J'étais à nouveau installée aux États-Unis à temps plein. Un après-midi, chez mes grands-parents, ma mère et mes tantes se sont mises à rire en disant qu'un invité surprise était venu de loin juste pour me voir. Elles se taquinaient entre elles, en disant de venir au salon. J'y suis entrée. Et il était là. Bachir. Mon estomac s'est effondré. Il avait mauvaise mine. Les yeux rouges, le regard flou de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Il me fixait avec insistance. J'ai gardé le visage neutre et je l'ai salué. J'ai dit que j'avais entendu dire qu'il s'était marié. Félicitations. Il a hoché la tête, silencieux. Je me suis excusée et je suis allée dans ma chambre. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Même après toutes ces années, le voir a tout ravivé. La peur. La panique. Le fait que ce jour-là, quelque chose d'horrible aurait réellement pu arriver. Je ne saurais jamais avec certitude ce qu'il voulait. Mais mon instinct me dit que j'ai échappé de très près à quelque chose de terrible. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas une fille naïve, facile à piéger. J'étais une combattante. J'avais grandi avec 2 frères aînés. Je faisais du karaté depuis mes 6 ans. Mon instructeur m'appelait Petit Tigre. S'il avait réussi à entrer ce jour-là, il serait tombé sur le tigre en moi. Ce jour m'a changé. Il m'a appris l'instinct, la force, la survie. Je l'ai porté en silence pendant des années. Aujourd'hui, je le dis à voix haute. Merci de m'avoir écouté. Quand j'étais plus jeune, et que je vivais encore en ville, je changeais d'appartement comme certains changent de vêtements. Ce n'était pas parce que je me faisais expulser ou quoi que ce soit, c'était juste des appartements vraiment pas chers. Toujours quelques annonces dans les petites pubs, facile à quitter si ton bail se terminait ou si le quartier ne te plaisait plus. Je ne possédais pas grand-chose non plus, un lit, un canapé, une télé, quelques vêtements. Donc faire mes cartons et partir, ce n'était pas vraiment un problème. Ce mode de vie me convenait. Tout avait du sens à cette époque. J'aimais être proche de l'animation. J'aimais pouvoir aller au bar, au cinéma, manger quelque chose, sans avoir à planifier quoi que ce soit. Le dernier appartement dans lequel j'ai vécu avant que tout ne tourne mal était dans l'est de la ville,
juste à côté d'un long boulevard bordé de vieux duplex en briques. Il était un peu plus grand que le précédent. Le sol gondolait, le chauffage claquait toute la nuit comme s'il était rempli de cailloux, mais c'était chez moi. J'ai emménagé à la fin de l'été. Je me souviens avoir monté mon matelas par les escaliers, complètement trempé de sueur en arrivant en haut. Il y avait aussi une odeur étrange dans le couloir, un mélange de vieux tapis et de fruits pourris, mais je me suis dit que je finirais par m'y habituer, on s'habitue toujours. L'appartement en face du mien avait les stores tirés, et une porte complètement rayée. Je n'y ai pas trop pensé. Un autre locataire, voilà tout. Le type qui vivait là ressemblait à quelqu'un qui bossait dans le bâtiment ou qui était videur dans un bar. Crâne rasé, épaules larges, nuque brûlée par le soleil. Il avait une femme aussi, mais au début je ne la voyais presque jamais. Je l'entendais. Enfin, je les entendais tous les deux. Les disputes ont commencé doucement, puis d'un coup. D'abord des voix élevées, puis des bruits sourds. Je restais allongé sur mon canapé, volume de la télé à fond, juste pour essayer de couvrir ça, mais ça traversait tout. Lui hurlant comme un possédé, elle suppliant comme si elle était déjà à moitié brisée. Parfois je l'entendais dans le couloir, en train de pleurer, tard le soir quand je rentrais du bar. Sa voix résonnait contre la brique. Nuit après nuit. La police est venue 2 fois. C'est moi qui ai appelé. Ils ne sont jamais restés plus de 10 minutes. Une fois, j'ai regardé par le Judas, le type se tenait torse nu dans l'encadrement, bras croisés, hochant la tête pendant que l'agent parlait. La deuxième fois, les flics n'ont même pas dépassé la porte d'entrée. C'était comme une routine, entrer, calmer, repartir avant que la paperasse ne commence. J'ai fini par dormir avec des bouchons, mais ça ne changeait rien. On ne peut pas ignorer le bruit d'un coup porté. On ne peut pas désentendre ce son sec, humide, d'une gifle ou d'un poing et le silence qui suit toujours. Puis il y a eu la pire nuit. Ça faisait 2 jours que c'était calme, et j'ai pensé qu'elle était peut-être partie. Je suis rentré vers 7 heures, j'ai fait des pâtes, je me suis posé devant la télé. Vers 20h30, ça a recommencé. Un cri qui a tout transpercé. Et ce n'était pas juste de la peur. C'était de la panique. La panique totale. J'ai coupé le son de la télé, déjà debout. Il hurlait, frappait, j'ai entendu quelque chose se briser. Puis elle. Arrête, s'il te plaît, arrête, recommence pas. Et le mur a tremblé. Mon mur. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé encore une fois. Je leur ai dit que cette fois il allait la tuer. Qu'il fallait venir maintenant. On m'a répété la même connerie. Si personne dans l'appartement ne demande de l'aide, on ne peut rien faire. Sauf si j'entendais une arme. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Alors j'ai raccroché. Et j'ai traversé le couloir. Sans plan. Juste un feu dans la poitrine. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. La porte s'est ouverte d'un coup. Il était là. Plus grand que dans mes souvenirs. Torse nu. Trempé de sueur. Les yeux écarquillés, fou. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il m'a dit. Elle hurle, mec. J'ai déjà appelé les flics. Ça suffit. Il m'a fixé. Sans cligner des yeux. Puis il m'a agrippé la chemise et m'a soulevé comme si je ne pesais rien. Mon dos a frappé le mur. La douleur m'a coupé le souffle. J'ai essayé de le repousser, son poing est arrivé avant. Tout est devenu blanc. J'ai rampé. Il m'a suivi. Coup de pied dans l'estomac. J'ai cru vomir mes poumons. Je suis arrivé à ma porte, j'ai réussi à la fermer. À mettre la chaîne. Il a frappé. Frappé. Puis silence. Je suis resté assis contre la porte. Du sang partout. Impossible de respirer. Puis le bois a craqué. Là j'ai su, il allait entrer. La chaîne a cédé. Il s'est tenu dans l'encadrement. Calme. Il respirait lentement. T'aurais dû t'occuper de tes affaires. Il m'a traîné jusqu'à ma chambre. Jeté sur le lit. Le sang trempait le matelas. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a tiré la couverture. Et me l'a bordé. Comme une mère avec un enfant. Appelle personne. Regarde-moi plus. Regarde pas elle. Puis il a pris ma clé de rechange. Si tu parles, je viendrai pendant que tu dors.
et je te trancherai la gorge. Il est parti. Sans un bruit. Je suis resté allongé jusqu'au matin. Sans dormir. Sans bouger. 2 mois plus tard, j'ai déménagé. J'ai laissé les meubles. Je n'ai pas touché au matelas. Aujourd'hui, je vérifie mes serrures 3 fois. Je garde mes stores fermés. Je sursaute au moindre bruit dans le mur. Je ne l'ai plus jamais revue. Je ne l'ai plus jamais revue elle non plus. Parfois. J'espère qu'elle est partie. Parfois. Je me demande si elle est encore là. En train d'encaisser les coups. Derrière ces murs trop minces,